Merci d'être avec nous, merci de votre fidélité. C'est international, vous êtes bien sur les antennes de TV5 Monde, de RFI, émission réalisée en collaboration avec le quotidien Le Monde. Une question à la une de cette émission, la défense des droits de l'homme, des droits humains, est-elle encore aujourd'hui un thème d'actualité, une priorité dans le monde? N'est-ce pas devenu un combat parfois un peu passéiste, mené par de doux rêveurs, parfois un peu archaïque ou gauchiste? C'est la question que nous allons poser avec beaucoup plus de nuances. Rassurez-vous, à notre invité, Dimitris Christopoulos, vous êtes le président de la Fédération internationale des droits de l'homme, vous êtes professeur de sciences politiques, vous êtes grec, vous avez 47 ans et vous venez d'être élu à la tête de cette Fédération internationale des droits de l'homme. C'est une association, on peut le dire, qui est centenaire, pratiquement, née en 1922, présente dans 180 pays dans le monde, donc une action, un impact. Mais nous verrons si c'est de nature à peser sur le cours du monde ou bien si vous êtes dans le registre de la protestation et de la condamnation. Pour vous poser toutes ces questions, aujourd'hui, Sophie Malibaud de RFI et Christophe Ayad du quotidien Le Monde. Vous arrivez, Monsieur Christopoulos, à Paris ce 13 novembre, dans une ville qui commémore en ce moment même, puisque nous sommes en direct à Paris, qui commémore les attentats du 13 novembre 2015. On voit ici le président de la République, François Hollande, avec la maire de Paris, Madame Anne Hidalgo. On se souvient qu'il y a un an, ces attentats avaient coûté la vie à 130 personnes. Depuis, on le sait, la France est en état d'urgence, une situation qui va se proroger. Alors, question à vous poser, pour renforcer sa sécurité face au terrorisme, est-ce qu'il faut abandonner un peu de ses libertés publiques, donc un peu de ses droits de l'homme? Merci beaucoup. Oui, c'est normal. Dans les situations d'urgence, l'équilibre entre la sécurité et la liberté va aux côtés de la sécurité, bien sûr. Mais donc on quitte un peu les libertés et les droits de l'homme. Oui, ça c'est normal, mais ça dépend alors, c'est quoi l'urgence? Alors, c'est la définition de l'urgence, c'est aussi la garantie, les garanties constitutionnelles dans l'état d'urgence qui sont tout à fait indispensables. Et de l'autre côté, il faut réfléchir quelle est la nécessité des mesures prises, quelle est la proportionnalité qu'on a entre le but et les moyens utilisés, et quelle est l'efficacité finalement. Et est-ce que le monde aujourd'hui est en état d'urgence permanent? Écoutez, on a d'abord l'état d'urgence formel, tel qu'on l'a ici en France, tel qu'on l'a en Turquie. Mais on a, vous avez raison, une situation où on a un état d'urgence qui n'est pas officiellement proclamé. Pour moi, ça, c'est plus difficile à gérer parce qu'en fait, dans une situation d'état d'urgence, on peut avoir formellement quelques garanties qui doivent être prises en considération. Vous avez la Cour européenne des droits de l'homme qui est là pour superviser l'état d'urgence en France, en Turquie, en n'importe quel pays. Mais si vous avez un état d'urgence qui n'est pas proclamé, là-bas, on est dans une situation d'anomie. Sophie Malibaud, RFI. Monsieur Christopoulos, que penser aussi d'un état d'urgence qui se prolonge indéfiniment? Ça fait un an. Le Premier ministre Manuel Valls a d'ores et déjà indiqué que sans doute il serait prolongé après le mois de janvier, au-delà du mois de janvier. Sachant que la menace, elle, va durer des années et des années. Je pense que nous avons un grand problème. Je pense que nous, la Fédération internationale des droits de l'homme, nous pensons qu'il faut mettre fin à l'état d'urgence en France parce que toutes les conditions dont je viens de vous parler, alors nécessité, proportionnalité et efficacité des mesures prises, le résultat, le bilan n'est pas positif sur les garanties des droits de l'homme. Alors, nous pensons qu'en fait, la prolongation... Vous êtes en train de nous dire que les droits de l'homme, dans cette situation, ne sont pas globalement respectés, par exemple en France? Par exemple, en France, bien sûr. Et pourquoi? Sur quel point précis? Je ne vois pas, par exemple, quelle est la nécessité d'avoir une mesure qui interdit les droits d'association en France à ce moment-là. Je ne vois pas pourquoi le juge judiciaire est mis en écart par rapport à perquisition, etc., etc. Alors, on a pas mal de mesures qui sont utilisées, qui sont prises. Alors, on n'a pas les garanties constitutionnelles telles que votre Constitution les écrit. Alors, dans ce cas-là, je pense que nous avons tout droit légitime à mettre l'accent, en fait, qu'ici, on a un problème. Alors, on ne peut pas prolonger à l'infini l'état d'urgence.
Ça va pas comme ça. Alors, c'est pas l'urgence. Ouais. L'urgence devient la règle. L'exception devient la règle. Monsieur Christopoulos, Oui. quels excès précis vous pointez sur l'état d'urgence en France? Quel bilan vous en faites aujourd'hui? Le bilan que je fais, c'est qu'on a commencé par la nécessité légitime de proclamer l'état d'urgence. Là, on est tout à fait d'accord. Et après, je considère que la prolongation de l'état d'urgence met certaines questions assez graves quant à la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans ces pays-ci. Alors, la nécessité est là, la proportionnalité n'est pas là, et l'efficacité, j'insiste, n'est pas là. Parce que qu'est-ce qu'on a fait? Quel est le bilan alors? Il y a eu beaucoup d'arrestations quand même. Alors, Manifestement, arrestation de qui? Des personnes qui étaient coupables? Non. Alors, si vous voyez, nous Si, avons... il y a eu des arrestations de coupables. Nous avons publié un rapport il y a quelques mois sur la question, et là-dedans, vous avez tous les éléments qui montrent qu'en fait, qui témoignent une efficacité très faible. Alors, on a de 500 procédures judiciaires, 300 gardes à vue, etc., etc. Or, ils ont abouti uniquement 65. Alors, tout cela montre qu'il y a une question de... Proportionnalité, comme vous Ouais, dites. Voilà. Il se trouve qu'en ce moment, la France est engagée aux côtés d'une coalition dans des offensives contre l'État islamique en Irak et donc en Syrie, et qu'on évoque la possibilité d'un reflux des djihadistes vers l'Europe. Est-ce que le temps de maîtriser ce type de problème n'est pas une justification en soi d'une certaine prolongation de l'état d'urgence? Bien sûr, il y a une justification. Bien sûr, la France, comme tout pays, a tous les droits de se défendre. Mais moi, je pense que la tristesse, la douleur, la frustration, la haine ne sont pas des bons conseillers ici. Il nous faut un peu de prudence. Alors, je pense que la prudence est ce qui est le plus important comme base politique de notre réaction. Alors, c'est la prudence et la sagesse. Réfléchir aussi ce qu'on a fait. Moi, je suis très, très content qu'en France, on n'a pas suivi l'exemple des États-Unis, Patriot Act, etc., etc. Mais je suis très content que les médias en France ont joué leur rôle. On a réfléchi, on a critiqué. Moi, je pense que ça, c'est le point de départ. Mais de l'autre côté, moi, je vois bien qu'on a un problème avec la prolongation de l'état d'urgence qui est pour nous très grave. Et la loi terrorisme, Monsieur Christopoulos, enfin la loi renseignement, pardon, est-ce que vous la considérez comme compatible avec le respect des droits humains ou allant trop loin dans la surveillance individuelle de chaque personne? Nous avons exposé notre problématique, là, ici, dans ces rapports, selon lesquels ces lois-là n'est pas tout à fait compatible avec les garanties constitutionnelles françaises et les niveaux de protection des droits de l'homme garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. Mais est-ce que vous ne pensez pas que si l'État français doit renoncer à l'application de l'état d'urgence, à ce moment-là, il risque d'avoir un autre réflexe qui est celui de modifier la loi pour pouvoir agir... avoir les mains libres. Est-ce que ça n'est pas à mettre dans la balance? Vous avez raison, l'équilibre n'est pas facile à trouver, le bon équilibre, mais de l'autre côté, moi je commence par le fait qu'on ne peut pas avoir une exception, qui est l'état d'urgence, qui devienne la règle, la routine politique ici en France. Et je dois aussi vous dire qu'en fait, ça a un effet très toxique par rapport aux autres pays, parce que si la France fait ça, vous voyez, qu'est-ce que la Turquie va faire? Alors, si la Turquie fait ça, vous voyez ce qui va se passer aux autres coins du monde. Alors, ce n'est pas uniquement la France. Il y a un exemple, il y a un modèle. Vous nous dites qu'on attend plus de la France en matière de droits de l'homme. Bien sûr, tout à fait. Justement, vous mentionnez la Turquie, mais justement, la Turquie peut-être n'applique pas l'état d'urgence, mais les arrestations se pratiquent à tour de bras. Oui, il y a l'état d'urgence en Turquie, oui. Alors... C'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas uniquement la France. La France n'est pas seule ici. La France n'est pas la seule victime du terrorisme islamique. Hein? On avait avant-hier 50 morts à Kaboul. Hein? Bon, Kaboul, Bagdad, et tout ça. Le monde entier, oui. Oui, le monde entier. On le verra dans les journaux, sont nombreux. Il faut comprendre, il faut que le peuple français comprenne qu'en fait, bien sûr, il y a un grand problème d'une défense légitime contre les actes terroristes, mais de l'autre côté, la France n'est pas seule.
Monsieur Christopoulos, vous disiez qu'il y a des mécanismes comme la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, pour contrôler un peu les choses. Mais il se trouve que pendant l'état d'urgence français et turc, la CEDH est suspendue. Enfin, du moins, la France et la Turquie ont décidé de suspendre. Ça, c'est la définition de l'état d'urgence. C'est mettre à l'abri de garanties. Mais elle est aussi contestée par des pays qui ne sont pas en état d'urgence. Je pense à la Grande-Bretagne, qui voudrait en sortir. Ça fait partie de la problématique du mais là, Brexit. il y a une autre problématique. Est-ce que vous trouvez que la CEDH, ce mécanisme qui était censé garantir les problématiques de droits de l'homme en Europe, est de plus en plus contesté au point de devenir quasiment inopérante? C'est une question très difficile. Je vous dis qu'en fait, nous avons d'un côté les pays de l'Europe centrale et orientale qui viennent d'entrer dans le mécanisme avec beaucoup de problèmes. Alors, la Cour européenne n'a pas où elle était il y a 25 ans, etc., parce que le Conseil de l'Europe maintenant a 45 membres, alors c'est plus difficile de gérer ça au niveau de la protection juridictionnelle des droits de l'homme. Mais de l'autre côté, on a un discours qui vient du côté du Royaume-Uni, qui est contre la Cour européenne des droits de l'homme parce que c'est un discours contre l'Europe. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose avec ce qui se passe ici en France. Et ce n'est pas, bien sûr, le cas de la Turquie. Moi, je peux même parler de la Russie, d'Azerbaïdjan. Il y a pas mal de pays, alors, dans le Conseil de l'Europe qui posent beaucoup des enquêtes sur la question des droits de l'homme. Monsieur Christopoulos, au-delà de l'action du gouvernement et de l'état d'urgence, comment est-ce que vous trouvez que la société française a réagi depuis un an? Aujourd'hui, ce sont des commémorations. Il y a eu ces problèmes d'amalgame ou pas amalgame. Finalement, vous, quelle est votre appréciation de la situation en France? Comment réagit cette société face à ces agressions? Comme je viens de vous dire, en fait, je suis très heureux de voir qu'en France, il y a une discussion, il y a un débat qui se mène. Et pour moi, ça, c'est la santé politique, ça, c'est la santé morale. Parce que s'il n'y a pas de discussion, s'il n'y a pas de débat, s'il n'y a pas de critique, d'autocritique, on risque de tomber dans le silence total, ce qui était le cas aux États-Unis. Alors pour moi, le bilan quant à la société française est globalement positif. Christophe Ayad. Est-ce que la principale victime ou la première victime par contre-coup, je ne parle pas des victimes immédiates du terrorisme en Europe, ça n'a pas été le droit d'asile? C'est-à-dire que, comme un certain nombre de terroristes sont rentrés avec des passeports syriens notamment, se faisant passer pour des demandeurs d'asile, est-ce qu'il n'y a pas eu, depuis, une sorte de régression terrible du droit d'asile et de la possibilité pour des candidats, des réfugiés, à venir en Europe? Je suis tout à fait d'accord. La lutte contre le terrorisme est un bon prétexte, une belle occasion d'abolir les droits d'asile. C'est qui est le cas aujourd'hui en Europe. Mais ce n'est pas uniquement ça. Avec les droits d'asile, c'est devient... Ça présente une difficulté tout de même. Ah, bien sûr. Mais écoutez, les FIDH, nous, les défenseurs des droits de l'homme, ne sont pas des Don Quichotte des droits de l'homme qui n'ont pas de soucis politiques, qui ne comprennent pas ce qui se passe, etc. Non, on a tout à fait confiance. Vous n'êtes pas des naïfs, quoi. Exactement. Je pense qu'on est tout à fait réaliste, on est pragmatiste, mais on a une vision. Alors, si on insiste à cette vision-là, on a l'espoir pour que notre monde puisse être meilleur. Sinon... Alors, si on essaie d'élargir, on va parler de l'Europe. L'Europe qui est basée notamment sur un système de valeurs en commun où les droits de l'homme jouent un rôle très, très important. Vous venez de publier un rapport sur la situation en Hongrie, disons plus généralement sur l'Europe centrale et orientale. Une situation qui, en matière de droits de l'homme, dites-vous, est préoccupante. Est-ce que les valeurs de l'Europe sont bafouées, par exemple, dans cette région du monde, en Hongrie, en Pologne, dans d'autres pays ? Je pense que ce n'est pas tout à fait nouvelle. Ce n'est pas une nouvelle qu'en Hongrie, on a un grand problème d'état de droit. Avec Orban? Oui, Orban, il est quelqu'un qui a vraiment littéralement parlé d'une illiberal democracy, une démocratie illibérale. Alors c'est pas Est-ce qu'il faut que l'Europe condamne, par exemple? Est-ce qu'il faut que l'Europe suspende? Il doit y avoir des actions. Je pense que tout à fait, l'Europe doit prendre le courage politique, sauver la crédibilité morale du projet de la construction politique européenne en condamnant l'Hongrie et en pensant à l'action. Parce que comme ça, il paraît que l'Hongrie va continuer à agir comme ça. Après vient la Pologne. Vous avez aussi un domino effect là-bas. Après Pologne, je ne sais pas. Alors, on a un vrai problème aux pays
des groupes Visegrad, des pays de l'Europe centrale, la Pologne, l'Hongrie, la République tchèque. Quels sont les manquements précis en Pologne ou en Hongrie plus précisément? Écoutez, le problème dans ce pays, c'est en fait que nous avons une situation où l'état de droit se présente comme un luxe dépassé alors. On n'a pas besoin d'état de droit, on n'a pas besoin de la séparation des pouvoirs, l'exécutif fait tout, les juges sont mis en écart, les médias ont un grand problème d'expression, la société civile aussi. Alors, on a une tendance généralisée qui montre qu'en fait, on a une dérive autoritaire. Ce qui est très grave, parce qu'on ne parle pas de n'importe quel pays, on parle de pays qui sont là, qui sont au centre de notre continent, et qui sont des pays avec une histoire assez difficile lorsqu'on parle de dérives autoritaires. Je repose la question, quelles sanctions, une fois cette constatation réalisée? Il faut protester oralement, il faut suspendre, il faut aller plus loin? Il y a des protestations orales de la part de l'Union européenne, tout à fait, mais de l'autre côté, il y a des mécanismes institutionnels dans le traité de l'Union européenne qui peuvent être mis en exercice pour que l'Hongrie prenne le message, parce que sinon, il n'y a pas de message. Est-ce que les droits de l'homme sont un luxe en temps de crise pour ces pays, par exemple? Le discours selon lequel les droits de l'homme sont en luxe en général est un discours qui est assez généralisé aujourd'hui en Europe et qui ne concerne pas uniquement l'Hongrie et la Pologne. L'idée que les droits de l'homme, c'est quelque chose qui est assez dépassé. Les droits de l'homiste sont les personnes qui n'ont pas grand-chose à faire avec la réalité telle qu'elle est. C'est un discours assez généralisé. Alors, peut-être la version naïve de ce discours est de négliger les droits de l'homiste, mais de l'autre côté, vous avez des pays dans lesquels l'action pour les droits de l'homme est pénalisée. Vous avez la Russie, vous avez la Turquie, vous avez alors une dérive totalitaire en Europe qui est effrayant. Vous diriez totalitaire ou autoritaire? Non, je dis autoritaire pour la Pologne et l'Hongrie, et je dis totalitaire pour la Russie et la Turquie. Et vous pensez que ces pays que vous pensez menacés par cette dérive, est-ce que vous pensez qu'ils ont été dopés par ce qui vient de se passer outre-Atlantique, l'élection de Donald Trump? Question rhétorique, je pense. Je pense que Donald Trump vraiment a passé un message à tout le monde qu'on est là. Tout ce discours des droits de l'homme n'a pas grand-chose à faire avec nous. Nous allons créer un monde de transactions. Alors, c'est comme ça que Donald Trump va contaminer les discours des autres pays aussi, qui essayent de défendre un peu la tradition de la protection des droits de l'homme et de l'état de droit. Parce que Donald Trump, il est quelqu'un qui néglige l'état de droit. Il s'en fout de l'état de droit. On peut toujours le dire, mais Trump, par exemple, est élu démocratiquement. Ça veut dire qu'il y a un changement des opinions publiques, il y a une montée des populismes, ils ne viennent pas par hasard. Ce n'est pas un coup d'État. Non, bien sûr. Vous avez tout à fait raison. Moi, je ne parle pas d'une dictature. Ce n'est pas une dictature. C'est la démocratie. Mais on a toutes les raisons légitimes de se poser la question pourquoi on est devant une telle transition. Quelle est votre explication, cette fatigue de la démocratie, des droits de l'homme? On a une fatigue de la démocratie parce qu'en fait, d'abord, il y a un grand déficit de communication des élites politiques à l'Occident avec le peuple. Et il y a aussi une instrumentalisation totale du discours populiste, extrémiste, fascisante de ces notions du peuple. Or, Trump parle du peuple, mais en fait, il ne s'agit pas de tout le monde. Il exclut les homosexuels, les réfugiés, les immigrants, les juifs, les musulmans, les grecs peut-être, je ne sais pas. Alors, ce n'est pas le peuple. Alors tous ces discours-là se fondent sur une division radicale du terme peuple. Alors, ce n'est pas la tradition du peuple telle qu'on l'avait ici, par exemple. Vous, personnellement, vous étiez surpris de son arrivée? Pour vous dire la vérité, non. Je n'étais pas surpris, non. Et quels étaient les signaux qui, selon vous... Moi, je pense que le résultat des élections américaines vient en ligne directe avec les résultats au référendum anglais, Brexit. Et moi, je viens d'un pays aussi qui avait un référendum, ça fait 1 an et demi, sur lequel on a pas mal parlé. Dimitris Christopoulos, président de la Fédération internationale des droits de l'homme. Nous vous retrouvons dans 2 minutes, le temps de prendre connaissance de l'actualité sur les antennes de RFI de TV5 Monde, et nous poursuivons ce tour du monde des droits de l'homme.
Retour à International, TV5 Monde, RFI, en collaboration avec le quotidien Le Monde. Notre invité aujourd'hui à International, Dimitris Christopoulos, président de la Fédération internationale des droits de l'homme. On le répétait au début de l'émission, une association, une ONG pratiquement centenaire, 1922, présente dans 180 pays. Juste avant la pause, nous parlions des États-Unis. Vous avez vu qu'il y avait, elles ne sont pas massives, mais il y a des manifestations d'Américains pour dire Trump n'est pas mon président. C'est un manquement, après tout, à une règle démocratique, ou c'est plutôt encourageant pour vous? Je pense que tout le monde a le droit de s'exprimer librement. Moi, si j'étais américain, je pense que je participerais à ces manifestations. Même si le corps électoral a parlé, même si l'élection n'a pas été truquée? Je pense que c'était ce qui est en enjeu. L'enjeu ici n'est pas qu'on ne reconnaît pas Trump comme président, c'est de montrer l'opposition politique par rapport à ces résultats. Est-ce que ça désinhibe le discours politique? On peut s'en prendre aux réfugiés, on le disait tout à l'heure avec cette question de Christophe Ayat. Est-ce que l'on peut s'en prendre aux réfugiés et est-ce que ça peut avoir une valeur d'exemplaire? Vous êtes en France aujourd'hui, est-ce que vous vous dites l'année prochaine, après tout, le Front National peut aussi être aux commandes? C'est pas moi qui dis ça. Vous n'avez pas cette crainte? Je pense qu'il y a une inquiétude, il y a une alerte partout. L'histoire des élections présidentielles en France n'est pas quelque chose qui concerne uniquement la France. Alors ça va être un symbolisme sans précédent pour l'Europe, si on a un tel résultat. Alors vous disiez tout à l'heure, avant la pause, que vous attendiez un petit peu à ce que ça puisse arriver. Oui, malheureusement. Maintenant, ensuite, quand vous avez observé ces premières interventions, les premiers discours de Donald Trump, est-ce que vous vous dites, finalement, l'homme au pouvoir ne sera peut-être pas tout à fait le même homme que l'homme en campagne? Est-ce que vous craignez qu'il réalise certains de ces promesses électorales? De campagne. Oui, vous avez tout à fait raison. Aux États-Unis, il y a ce système de checks and balances, c'est-à-dire il y a des contrôles qui font que le président des États-Unis n'est pas tellement fort comme on pense d'ailleurs. Mais de l'autre côté, moi, je ne suis pas sûr. Alors, moi, je vois quelqu'un qui est tout à fait authentique. Il pense à ce qu'il dit. Je pense qu'il est quelqu'un qui va essayer de tester quelles sont les limites du système américain, du système international. Par contre, moi, je pense qu'en fait, il ne faut pas dire que non, Trump va rien faire, etc., etc. C'est autre chose être président, autre chose être candidat. Alors, il y a de bonnes raisons pour une alerte sur la question des États-Unis au niveau mondial aujourd'hui. Dimitris Christopoulos, par exemple, prenons un exemple précis. Est-ce que vous pensez qu'un retour à la torture est possible? Obama avait mis fin aux pratiques type waterboarding, etc. en arrivant au pouvoir. La simulation de noyade. Voilà, 8 ans qu'il n'y en a plus. Est-ce que vous pensez qu'on va revenir à ça? Je ne sais pas, mais en fait, on a de bonnes raisons d'essayer de protéger contre une telle dérive de la part des États-Unis et agir pour que l'administration américaine ne retourne pas vers ces pratiques qui ne sont pas dignes alors. C'est une rupture dans l'histoire contemporaine, oui, c'est une rupture. Ouais. C'est une rupture. C'est une rupture c'est une transition. On a parlé beaucoup de transition vers la démocratie, transition Amérique latine, Europe centrale, Europe du Sud. Maintenant, on est en train de vivre une transition. Pas vers la démocratie, de la démocratie, telle qu'on la connaissait. Comment vous voyez justement la norme internationale avec un Conseil de sécurité où vous avez au moins 3 pays sur les 5 qui sont dirigés par des gens qui disent que l'homme fort, ça fonctionne? Cauchemar. C'est un cauchemar mondial, oui. Vous avez 3 pays dont les dirigeants, d'une façon ou d'une autre, ont montré leur... Chine, États-Unis, Russie, on le rappelle. Négligence totale contre l'état de droit. Et comment vous ressentez, vous, en tant que président de cette organisation, défenseur des droits de l'homme, des droits humains par excellence, c'est un échec, il y a quelque chose de cet ordre-là? Parce que, par exemple, Trump a été élu, mais il y a eu aussi des référendums sur la peine de mort qui ont durci la situation aux États-Unis, alors qu'on pensait, il y a peu, on disait « Oh, ça s'arrange aux États-Unis, la peine de mort... » Bon, aucun des candidats était abolitionniste. Mais là, les 3 référendums qui ont lieu, Californie, Nebraska... je ne sais plus quel autre pays, État américain, était anti-abolitionniste.
Moi, je dis qu'en fait, nous vivons des temps intéressants, comme le Chinois a dit, très difficiles. Je dis qu'il y a des petites victoires. Alors, il faut, avec persévérance, essayer de gagner quelques petits points. Or, le contexte général est un contexte assez pessimiste. C'est quoi les raisons d'espérer ou ce que vous soulignez comme petite victoire? Petite victoire, utiliser par exemple le système judiciaire de la protection des droits de l'homme ici au niveau national, au niveau international, au niveau européen, pour saisir la justice, pour qu'il y ait une accountabilité, responsabilité pénale de perpétraires de crimes contre l'humanité, etc., etc. Alors, vous avez un système judiciaire de protection des droits de l'homme qui est là pour nous offrir quelques petites victoires. Et c'est ça qu'on fait dans le Fidesz. Est-ce que vous observez aux États-Unis, on a dit que ces 3-4 derniers jours, il y avait une montée des actes, des manifestations racistes. On a dit ça aussi du Royaume-Uni après le Brexit ou depuis le Brexit. Est-ce que vous observez, vous recensez une montée d'actes racistes en Grande-Bretagne et aux États-Unis? Je ne suis pas en position de vous dire, moi je sais bien que si les messages qui sortent du leadership des élites politiques et les messages de Trump, on aura des problèmes. On va regarder ailleurs dans le monde. Vous partez aux États-Unis immédiatement après cette émission et vous allez tirer un signal d'alarme. Vous dites le Burundi, donc l'Afrique, ce pays d'Afrique, risque un nouveau génocide. C'est une menace extrêmement lourde, extrêmement grave. Qu'est-ce qui vous amène à le dire et serez-vous entendu? Le Burundi vient de quitter la Cour pénale internationale. Avec 14 autres pays africains. Pas encore les autres, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Burundi, la Gambie. Mais une quinzaine de pays font valoir leur désir de retrait. Alors là-bas, on a une évolution qui est effrayante pour l'idée de la responsabilité pénale, pour la lutte contre l'impunité. Alors on a des nouvelles qui sont vraiment qui nous montrent qu'on va vers l'inconnu. Alors, à Burundi, nous avons un cas particulier parce qu'en fait, on a fait une mission là-bas. On va sortir un rapport dans 2 jours. C'est pourquoi je vais aux États-Unis, je vais à New York ce soir pour lancer le rapport sur Burundi. Et il paraît qu'en Burundi, toutes les conditions sont là pour qu'un nettoyage ethnique, même un risque imminent de génocide, peut être mis en place par les autorités. Alors là, on a un grand problème. Et ce rapport, à quoi peut-il servir? Qu'est-ce que vous attendez de vos interlocuteurs? On va lancer une campagne autour de ces rapports. On va aussi essayer de parler avec les délégations permanentes auprès du Conseil de sécurité, auprès des États-Unis, des membres du Conseil de sécurité, pour mettre l'accent sur les perspectives éventuelles à Burundi. Alors, on a fait la même chose avant le génocide à Rwanda et on a observé à peu près la même situation. Alors, c'est effrayant. Justement, Dimitris Christopoulos, vous comparez Rwanda-Burundi. Ouais. Burundi, le problème, il était politique au départ. C'était le 3e mandat du président Nkurunziza. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, il s'est transformé en un problème ethnique, racial, du type Rwanda? C'est-à-dire, une communauté veut détruire une autre communauté. En général, je pense que tous les problèmes ethniques sont instrumentalisés par la politique. En général. En général. Dans ce cas précis. Alors, bien sûr, le cas Burundi-Rwanda n'est pas le même, mais on a les signes qui montrent qu'on a une escalation vers les pratiques qui ne sont pas loin de crimes de guerre. Alors, même à ce moment-là, on a des crimes contre l'humanité qui se tiennent à Burundi. Qui est visé au Burundi? Les opposants? Le président. Ou bien les... Oui, les opposants, bien sûr. Opposants, et les Tutsis. Ou les Tutsis. Les Tutsis et les opposants. Alors, ce n'est pas uniquement une question ethnique, si vous voulez, au sens où il y a une ethnie contre l'autre. Il y a une ethnie contre l'autre, mais ça, c'est tout à fait manipulé par l'autorité politique du président du pays. Vous parlez du retrait potentiel d'un certain nombre de pays africains de la Cour pénale internationale. On a reproché à cette instance de justice internationale, au fond, d'exercer une sorte de justice à 2 vitesses. C'était surtout des dirigeants africains qui comparaissaient. Bien sûr. Moi, je pense qu'il y a... on a
on a des raisons légitimes de mettre en question cette justice internationale à deux vitesses, parce que d'un côté, nous avons le Conseil de sécurité, de l'autre côté, nous avons la Cour pénale internationale. Mais je pense que quitter la Cour pénale internationale va consolider la force du Conseil de sécurité. Alors, c'est une décision qui va à l'inverse. Alors, ça va pas aider les États africains d'acquérir un espace d'équité, d'égalité au monde aujourd'hui. Je pense que c'est une décision qui est tout à fait fausse. Mais on a vu par exemple les chambres extraordinaires au Sénégal s'occuper du cas de Hissène Habré. Ouais. Et donc le procès a eu lieu et tout s'est plutôt bien passé. Est-ce que et ça a déclenché une grande satisfaction de la part des Africains de pouvoir régler, juger Eux-mêmes, Hissène Habré eux-mêmes. Est-ce que ça, c'est pas une nouvelle encourageante? Bien sûr. Bien sûr, et ça, en tout cas, la Cour pénale internationale a une compétence qui est complémentaire par rapport à la compétence pénale nationale. Et je pense qu'en fait, ce que je voulais dire aux États africains qui sont en train de quitter la Cour pénale internationale, c'est que vous n'êtes pas seuls à être visés. Les Africains ont de bonnes raisons de vouloir restructurer le Conseil de sécurité, mais de l'autre côté, ils ne sont pas les seuls à être visés. Alors, ce n'est pas comme ça. Alors, c'est pourquoi on a l'Afrique du Sud qui a quitté la Cour pénale internationale pour des raisons d'une hégémonie locale contre la volonté occidentale, etc., etc. Burundi, c'est tout à fait autre chose. Oui. Les autorités burundaises, ils ont quitté la Cour pénale internationale parce qu'ils savent que ce qui va se passer sur eux va être tout à fait incompatible avec les principes... Pour vous, c'est un aveu de culpabilité du président de Nkurunziza? Tout à fait. Même chose de la part de la Gambie? Je ne dirais pas la même chose de la part de la Gambie. Mais c'est avec l'Afrique du Sud, on a un domino de contamination de tous les continents. Mais l'Union africaine, quand elle menace d'un retrait collectif, est-ce que c'est pas aussi peut-être un moyen de mettre la pression pour obtenir des changements et pour obtenir des améliorations de cette juridiction internationale? Si on quitte la juridiction internationale... On menace pour l'instant. On menace... OK, on verra. Mais en tout cas, je vous dis que les autorités de quelques pays africains ont de bonnes raisons de vouloir, de mettre l'accent sur les déficits qui existent au niveau du système pénal international. Mais de l'autre côté, je pense que quitter la Cour pénale internationale est une décision qui est tout à fait contre les intérêts de ces pays, quoi. Et que penser du fait que 3 pays parmi les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, des membres permanents, n'ont pas signé, n'ont pas ratifié. Certains ont signé, mais pas ratifié. C'est pas nouvelle pour nous, pour tout le monde. C'est un vrai problème. Qui est au monde, il y a 2 vitesses, 3 vitesses, 4 vitesses, combien de vitesses vous voulez. Mais on doit commencer par quelque part. Alors, on sait très bien qu'on a ce déficit, mais on essaye. C'est la lutte contre l'impunité qui vend. Dimitris Christopoulos, comme votre nom l'indique, j'allais dire, vous êtes grec, naturellement. Vous êtes donc, je le disais tout à l'heure, président de la Fédération internationale des droits de l'homme. En Grèce, portons un regard sur votre pays. Dans l'actualité, on a vu que le gouvernement de Tsipras avait dû marquer une politique d'austérité assez forte. Est-ce que ça, dans votre pays, ça a porté atteinte aux droits de l'homme ? La Fédération internationale des droits de l'homme, nous avons publié un rapport il y a 2 ans sur l'impact d'austérité à l'exercice des droits individuels. C'était un mal nécessaire ou ça a été attentatoire à nouveau aux droits de l'homme? Alors, là, on a observé qu'on a un grand problème parce que même les décisions politiques sont prises d'une façon qui n'est pas digne, disons. Alors, on a des lois qui passent, les lois d'un article qui passent comme ça. Alors, l'exception, l'urgence est devenue la règle aussi pour nous, au niveau de la vie parlementaire, au niveau de la vie quotidienne politique, et bien sûr au niveau financier. Alors, vous avez un recul des droits sociaux qui résulte d'un recul des droits individuels, parce qu'il y a des protestations, il y a la police, il y a la violence, etc., etc. Et alors, on a dit qu'en fait, à l'époque, l'Union européenne n'a pas du tout étudié la question de l'impact de ces politiques d'austérité sur les droits individuels, sur les droits de l'homme. Et pour nous, ça c'est quelque chose qui est extraordinaire, qui montre en fait une faiblesse politique de l'Union européenne et qui doit être
prise en considération à ce moment-là. Alors, Est-ce que vous pensez qu'il faut redéfinir les droits de l'homme et inclure dedans les droits sociaux pour éviter de se retrouver avec des populismes qui surfent sur le désespoir, la colère de ceux qui ont été, de ceux qui ont trop perdu dans des politiques d'austérité? indivisibilité des droits de l'homme, droits sociaux, droits politiques et droits individuels. Alors, on ne peut pas avoir un système de protection des droits individuels en même temps qu'on néglige les droits sociaux. Alors, les cas grecs montrent exactement l'indivisibilité des droits de l'homme. Alors, si on arrive à une situation où le droit de la santé, le droit d'éducation, le droit au travail, etc., sont totalement négligés, tel qui est le cas en Grèce, on n'est pas loin d'un dérive total au niveau de la protection des droits de l'homme. Alors, vos collègues en Grèce ont des difficultés parce que c'est pas facile de dire des choses. On a un taux de chômage qui est extraordinaire. Alors, vous voyez qu'il y a des restrictions qui sont là pour que notre discours... Votre pays, avec l'Italie, sont confrontés à une arrivée massive de réfugiés ou de migrants. On estime qu'entre 2, 3, peut-être 5 millions de migrants pourraient arriver. Est-ce que vous parleriez d'une crise migratoire et est-ce que l'Europe trouve une réponse qui puisse vous satisfaire? Pour le moment, on a 1,5 million de réfugiés qui sont en Europe. Alors, on parle d'un continent d'un demi-billion de milliards, 2 milliards, 500 millions de personnes. Alors, ceci n'est pas une crise des réfugiés, c'est une crise de réception des réfugiés, c'est une crise de protection des réfugiés. Mais l'Europe n'est pas Libanon, n'est pas la Jordanie. Alors, même en Grèce, on a pas mal de réfugiés qui sont là, à ce moment-là, 60 000, mais je pense que c'est faisable. Est-ce que l'Europe y répond pour vous de façon satisfaisante ou au contraire, plus probablement, est-ce que vous condamnez les réponses qui sont trouvées, ce partenariat avec la Turquie par exemple? Moi, je pense que le partenariat, l'accord entre l'Union européenne et la Turquie est un accord toxique pour l'Europe, pour les réfugiés et pour la Turquie même. Alors, moi, je suis tout à fait convaincu qu'il faut abolir cet accord. Il faut réfléchir de nouveau que faire avec la Turquie, parce que vous savez bien que maintenant, la Turquie est elle-même un problème des droits de l'homme. Bientôt, on ne parlera pas uniquement des réfugiés syriens et irakiens qui passent par la Turquie. On parlera des citoyens turcs. Qui seraient tentés de quitter la Turquie. Bien sûr. Ouais. On a déjà de tels cas en Grèce. Il y a des gens qui viennent, des journalistes qui viennent de la Turquie. Ils n'arrivent pas à vivre. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la Grèce a été un peu abandonnée à elle-même avec ses 60 000 réfugiés qui se retrouvent bloqués là depuis la fermeture de la route des Balkans? 60 000, c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est beaucoup pour la Grèce par rapport à la France qui s'est engagée à en accueillir 20 000 et qui est quand même beaucoup plus grande. La politique de l'Union européenne, malheureusement ici, c'est une politique de faire en Grèce et en Turquie de buffer state, comme on vous dit en français, buffer state. Un état de tampon. Oui, voilà, pour garder les réfugiés et les immigrants. Alors, pour moi, ça c'est inadmissible au niveau des principes, mais c'est inadmissible au niveau des actions politiques, quoi. Parce qu'en fait, si vous faites ça là-bas, il y a un domino effect partout. Les autorités de Kenya, ils essayent de signer un accord du type Union européenne-Turquie sur la question de la gestion des réfugiés qui viennent de la Somalie. Alors on va le faire comme... Alors, ce qui montre que le droit d'asile est menacé. Et quand vous voyez les discussions aussi qui se sont tenues sur l'Afghanistan, la volonté de renvoyer aussi des Afghans dans ce pays-là, qu'est-ce que vous en dites? Je dis la même chose. Je dis la même chose, mais en même temps, je suis, comme je viens de vous dire, assez pragmatiste. Je comprends qu'il y a un problème. Il faut réfléchir sur que faire, mais il ne faut pas abandonner les acquis normatifs du XXe siècle parce qu'1 million de réfugiés viennent d'arriver en Europe. C'est un scandale, ça. On est très pessimiste sur ce qui se passe en Europe, en Russie, en Turquie, aux États-Unis même. Il y a un pays dont on parle quasiment jamais par rapport aux droits de l'homme, c'est la Chine. Est-ce que vous avez des motifs d'espoir? Est-ce que vous avez l'impression de voir que dans la société chinoise, il y a des gens qui commencent à protester sur leurs conditions de vie, sur leur salaire, sur les abus policiers? Ou alors vous pensez que la Chine restera un peu hors système, hors des attentes libérales qu'il y a pu y avoir ailleurs dans le monde?
Je pense que les autorités chinoises vont garder leur pays hors système. Alors, dans la société chinoise, il y a une société civile qui essaye de mettre l'accent sur les problèmes des garanties fondamentales, des droits de l'homme, etc., etc. Mais le rapport de force est contre la société civile. On a parfois un peu l'impression que la FIDH se préoccupe surtout du monde occidental. Non, les FIDH ne préoccupent pas du monde occidental. On est très fort en Afrique, très fort dans quelques pays de l'Asie centrale. C'est vrai qu'en Chine, on n'est pas tellement fort, mais ceci n'est pas le cas uniquement avec les FIDH. Toutes les organisations mondiales des droits de l'homme sont faibles en Chine. Dimitris Chrysopoulos, on vous entend depuis le début de cette émission, depuis près d'une heure, mettre en garde, condamner telle ou telle situation. À quoi sert la FIDH? Est-ce que vous proposez aussi, ou est-ce que vous êtes dans un peu le magistère de la parole, à condamner, à prendre une distance, sans vraiment peser sur le cours du monde? Moi, je suis, comme je viens de vous dire, quelqu'un qui, d'un côté, dénonce ce qui ne va pas, mais de l'autre côté, j'essaie d'être réaliste et pragmatiste. En même temps, j'essaie de considérer les droits de l'homme comme un discours qui peut nous aider à passer à l'offensive. Mais est-ce que certains dirigeants, on a cité, comme Erdogan ou d'autres, au fond vous redoutent, disent il y a Chrysopoulos qui a sorti un communiqué, il faut qu'on fasse attention, non? Mais écoutez, il faut construire un discours qui trouve le bon équilibre entre critique et proposition. Alors, quand je vous dis, par exemple, que nous devons abolir l'accord entre l'Union européenne et la Turquie sur les réfugiés, cela veut dire qu'il faut restructurer le système d'asile au niveau de l'Union européenne. Et là, on a pas mal travaillé, on a des propositions concrètes, etc., etc. Alors, la critique, pour qu'elle soit convaincante, elle doit être suivie par des propositions concrètes, viables pour la réalité politique. Et je voudrais revenir en quelques mots sur l'Afrique. Vous considérez que ce continent est plutôt en progrès ou qu'il y a vraiment encore des blocages quand on pense par exemple à la situation en RDC Congo en ce moment au niveau politique, privation de liberté de manifester. Quel est votre regard là-dessus ? En Afrique, nous avons des situations de guerre, alors de violations systématiques des droits de l'homme, des actes de guerre, de crimes contre l'humanité. On a les risques imminents de génocide, comme je viens de vous le dire. On a des situations de transition. Alors, on a des situations où l'incertitude règne. On a une situation d'un pays qui est un État failli. Avec la Somalie, on a la Libye qui n'est pas un État. Alors l'Afrique est un continent, elle est trou noir, mais en même temps, on a quelques exemples qui montrent qu'on peut mener une bataille. Plutôt l'exception, en fait. Qui sont plutôt l'exception, et on est là pour que l'exception devienne la règle. Y a-t-il un pays, une situation où la Fédération internationale des droits de l'homme ait modifié, évidemment dans le bon sens, le cours des choses récemment? Moi, je dirais, je vais vous parler du cas de la Grèce, parce que j'ai suivi ce que notre rapport a fait sur la Grèce. On a beaucoup discuté sur notre rapport à l'époque. Notre rapport a été mentionné plusieurs fois dans le débat dans le Parlement. Alors, on a essayé de mettre avec ce rapport des standards sur la question des droits sociaux et de l'austérité. Depuis ce moment-là, ces standards sont là. Alors, moi, je pense que ça, c'est un succès. À ce moment-là, le FIDH est en train de saisir les autorités pénales en France sur le sort de deux ressortissants franco-syriennes qui ont été torturés et qui sont disparus par le régime syrien. On a pas mal de succès au niveau de notre action judiciaire aussi. Alors, on est là pour lutter, quoi. Merci Dimitris Chrysopoulos, président de la Fédération internationale des droits de l'homme, une association qui fêtera dans quelques années son premier siècle. Encore pas mal de combats à mener, mais vous n'avez pas l'air découragé. Merci d'avoir été sur le plateau d'International, TV5 Monde, RFI, en collaboration avec le quotidien Le Monde. Nous nous retrouverons ici même la semaine prochaine pour un autre numéro d'International.